Par un matin brumeux de 1850 dans le Mississippi, le monde naquit d'une eau grise et d'ombre verte le long des rives, boueuses de la Pearl River. L'air était épais et silencieux, rompu seulement par le goutte à goutte de la condensation sur les racines de cyprès. Là, posées parfaitement côte à côte au bord de l'eau, comme si elles attendaient le retour de leur propriétaire après sa toilette matinale, se trouvait une paire de lourdes bottes de cuir usé. Des empreintes de pas profondes et désespérées, imprimées dans la terre meuble menant jusqu'à elle, mais depuis la rivière, aucune empreinte ne revenait. C'étaient les bottes de Frank Dillet, le contremaître le plus redouté du comté. Pourtant, Dillet n'avait pas disparu. C'est un esclave nommé Noah qui manquait. Les bottes étaient un message. Une histoire de fantôme murmurée dans le brouillard avant même que l'homme ne soit parti. Une énigme qui entrait la plantation pendant des générations. Quel pouvoir pouvait pousser un homme à entrer dans une rivière en ne laissant derrière lui que les bottes de son maître? Quel secret connaissait-il qui transforma l'eau en une porte? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour embellir ma journée et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'histoire des bottes avait commencé des semaines plus tôt, sous un soleil accablant qui décolorait le ciel en un blanc brumeux et indifférent. Sur la plantation Wallace, le monde se mesurait en rangées infinies de cotonniers. Les capsules blanches, semblables à des points de neige, se serraient contre la chaleur oppressante. L'air était un poids physique, épais d'humidité, de la poussière des champs et de la misère inexprimée des gens qui y peinaient. C'était un endroit où l'espoir venait pour mourir, étouffé par le cycle implacable du lever au coucher du soleil. Dans ce monde, vivait Noah Johnson. Pour un observateur occasionnel, il aurait pu ressembler à n'importe quel autre ouvrier agricole, au dos robuste et à l'esprit las. Mais Noah était différent. Il n'était pas un homme brisé, mais un homme dont l'esprit était gardé profondément en lui, un puits frais et tranquille dans un désert de souffrance. Des années de labeur avaient noué ses bras de muscles. Mais sa véritable force résidait dans son immobilité calme et déconcertante. Il se déplaçait avec une économie de mouvement qui agaçait les nerfs du contremaître, une grâce délibérée qui semblait refuser l'énergie frénétique et craintive de la plantation. Ses yeux, souvent baissés dans une posture feinte de soumission, ne manquaient rien. Il voyait le vol silencieux d'un héron s'envolant du marais, le subtil changement du courant de la rivière après une forte pluie, le tic nerveux qui sautait à la mâchoire du contremaître juste avant une colère. Ce contremaître était Frank Dillet, un homme dont l'autorité était son seul atout. Il était de taille moyenne, mais se pavanait avec une assurance qu'il n'avait pas méritée. Ses épaules étaient perpétuellement rejetées en arrière, comme s'il défiait le monde à un combat qu'il savait ne pas pouvoir gagner. Son visage était toujours rouge, une carte routière de capillaires brisée par trop de soleil et de whisky bon marché. Sa cruauté n'était pas le sadisme théâtral de certains maîtres, mais une chose mesquine et lancinante née d'une peur profonde d'être perçu comme faible. C'était un petit homme qui cherchait désespérément à projeter une grande ombre. Et il se focalisait sur Noah parce que la dignité tranquille de Noah lui semblait être une moquerie personnelle de son pouvoir. Le silence de Noah était un miroir. Et Dillet n'aimait pas le reflet qu'il y voyait. Le conflit qui couvait depuis des mois éclata finalement, un mardi après-midi. La chaleur était à son comble, une brume chatoyante s'élevant de la terre cuite. Dillet, cherchant une raison, n'importe laquelle, pour affirmer sa domination, en trouva une en Noah. Il l'accusa d'avoir volé un moment de repos, de se soustraire à ses devoirs. L'accusation était sans fondement. Noah s'était simplement arrêté pour renouer la corde usée qui servait de poignée à son lourd sac de coton. Une tâche qui ne prenait que quelques secondes, mais c'était suffisant. Tu crois que le soleil est juste là pour te réchauffer le dos, mon garçon? La voix de Dillet coupa le bourdonnement des insectes, tranchante et laide. Tu crois que maître Wallace me paie pour te regarder contempler les nuages? Noah resta silencieux, son visage un masque de neutralité. Il termina son œuf et se redressa, son regard fixé au loin, refusant de donner à Dillet la satisfaction d'une réaction. Regarde-moi quand je te parle. Le visage de Dillet était à quelques centimètres de celui de Noah. Il le poussa violemment. Une secousse qui aurait fait trébucher un homme plus petit. Noah bougea à peine. Ses pieds étaient plantés dans le sol du Mississippi comme s'il y était enraciné. Je vais t'apprendre à respecter tes supérieurs. Le poteau de flagellation se dressait, austère et solitaire, au bord du champ, un sombre monument à la véritable monnaie de la plantation, qui n'était pas le coton,
mais la douleur. Dié attacha lui-même les poignets de Noah au bois brut et taillé, ses mouvements saccadés, empreints d'une sorte d'excitation furieuse. La scène ne fut pas décrite avec les détails sanglants et gratuits d'un roman à 4 sous. Son horreur était plus subtile, reflétée sur les visages de ceux qui étaient forcés de regarder. Les autres esclaves tressaillaient à chaque claquement du fouet, leur propre dos se souvenant de la brûlure. Ahara, une jeune femme qui partageait un lien silencieux et tacite avec Noah, serrait dans sa poche un petit oiseau en bois à moitié sculpté. Les arêtes vives s'enfonçant dans sa paume jusqu'à ce que ses jointures soient blanches comme l'os. Elle gardait les yeux fixés au sol, ses larmes se mêlant à la poussière à ses pieds. Le vieil homme Josiah, le plus âgé de la plantation, une chronique vivante de ses chagrins, arrêta complètement son travail. Il s'appuya sur ça, et regarda, son visage ancien, grave et savant, ses yeux contenant une tristesse si profonde qu'elle semblait contenir l'histoire de leur peuple. Il ne détourna pas le regard. Ce soir-là, l'air dans les quartiers des esclaves exigus était épais de l'odeur de la sueur, du chagrin et de la colère frémissante et impuissante des opprimés. Ahara s'agenouilla près de la couchette de Noah, un petit bol en bois dans ses mains. Elle soignait doucement les blessures à vif et saignantes sur son dos avec un cataplasme d'herbe broyée et de boue. Son contact était aussi léger qu'une aile de papillon de nuit. Le silence entre eux était lourd de choses qui ne pouvaient être dites. Un chagrin partagé, trop vaste pour les mots. Il te tuera à jour, Noah, murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. Pour rien, pour t'avoir mal regardé, pour être un homme. La voix de Noah, quand elle vint, était basse et rauque, comme des pierres qui grincent les unes contre les autres. Il peut briser la peau, il ne peut pas toucher l'âme. Musique. Il fixait le mur de bois brut de la cabane. Une ombre tomba sur eux. C'était le vieil homme Josiah, sa présence remplissant le petit espace d'une autorité tranquille qu'aucun contremaître ne pourrait jamais commander. Il ne parla pas de la flagellation, de la douleur ou de Dié. Au lieu de cela, il parla de la rivière. La rivière a une longue mémoire. Mon fils, dit-il, sa voix un grondement sourd. Elle se souvient des chactains qui marchaient sur son fond comme sur une terre sèche, se déplaçant entre les courants. Elle se souvient de l'or espagnol qui a coulé lors de l'inondation de 39. Une fortune perdue en une seule nuit d'eau tumultueuse. Elle prend ce qui lui est dû, et parfois elle donne un chemin à un homme. Les mots de Josiah restaient en suspens dans l'air, se tissant dans la trame de la nuit. Il ne parlait pas seulement d'eau. Il parlait de quelque chose d'autre, de quelque chose d'ancien et de puissant. Il offrait un autre type de connaissance, une sagesse qui coulait plus profondément et plus fort que les règles de la plantation. La rivière n'était pas seulement une frontière ou une source d'eau. C'était un allié potentiel, une force de la nature avec ses propres règles, ses propres secrets. C'était une voie possible vers la liberté, une porte cachée à la vue de tous. Noah écouta, son corps endolori, son esprit meurtri mais non brisé. Et pour la première fois, une lueur de plan, aussi informe et silencieuse que la brume matinale qui s'élevait de la Pearl River, commença à se former dans les recoins les plus profonds et les plus cachés de son esprit. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quand, mais il savait que la rivière venait de l'appeler par son nom. Il répondrait. Les jours qui suivirent la flagellation marquèrent un profond changement dans l'existence de Noah. La douleur dans son dos était un rappel constant et ardent. Mais ce n'était plus une source de souffrance. C'était du carburant. Il n'endurait plus seulement. Il étudiait. La plantation, autrefois une vaste prison de labeur, se transforma en une carte complexe d'opportunités et de risques. Sa perspective s'aiguisa, sa concentration se réduisit à un seul point à l'horizon, un point que lui seul pouvait voir. Il commença à observer Frank Dié, non pas comme un esclave observe un maître, mais comme un chasseur observe sa proie. Il mémorisa les habitudes de l'homme avec une précision glaçante. Il savait que Dié commençait ses matinées par une gorgée de whisky d'une flasque, en argent terni, qu'il inspectait la clôture nord vers le milieu de la matinée, et qu'il terminait toujours sa journée par une promenade solitaire le long de la rive. C'est là, avec le soleil couchant peignant l'eau de teintes orangées et sanglantes, que le contremaître semblait le plus lui-même. Donnant des coups de pied dans la boue, ses précieuses bottes en cuir laissant des empreintes profondes et arrogantes dans la terre meuble. Les sens de Noah, déjà aiguisés par une vie qui exigeait une conscience constante, devinrent encore plus vifs. Il devint une créature de la terre.
Lisant son langage subtil, il remarqua que la mousse poussait plus épaisse sur le côté nord des cyprès. Une boussole naturelle qui indiquait le chemin de la liberté. Il apprit à lire les nuages, non seulement pour la promesse de pluie, mais pour la direction du vent et la vitesse de son déplacement. Le monde devint un livre de signes, et il en était le lecteur le plus dévoué. Il commença à rassembler des choses en secret, de petits jetons de son plan naissant. Un éclat de silex taillé dans une pierre des champs fut enveloppé dans un morceau de tissu et caché dans le mur de sa cabane. Une petite calebasse dure, pas plus grosse que son poing, fut vidée, séchée et bouchée avec un morceau de bois, un récipient pour l'eau. Du fumoir, un endroit où il lui était interdit d'entrer, il vola 3 lanières de lard salé, les enveloppant dans des feuilles et les enterrant près de la base d'un chêne marqué par la foudre au bord des bois. Chaque objet volé, chaque observation secrète était un point dans la tapisserie de son évasion. Dillet, de son côté, sentit le changement chez Noah. Il ne pouvait pas le nommer, ne pouvait pas pointer un seul acte de défi, mais il le sentait dans l'air entre eux. Il interpréta mal la concentration silencieuse de Noah comme une nouvelle insolence plus profonde, une rébellion silencieuse qui était plus exaspérante que n'importe quelle répartie. La paranoïa du contremaître, toujours frémissante juste sous la surface, commença à bouillir. Il commença à observer Noah avec une intensité déconcertante, ses yeux le suivant à travers les champs, pendant le repas, même pendant qu'il se reposait. Il cherchait une fissure dans la façade, une lueur du plan qu'il pouvait sentir mais pas voir. Dans sa frustration, Dillet essaya de retourner la communauté contre Noah. Il offrit des rations supplémentaires de mélasse et de semoule de maïs à quiconque rapporterait les activités de Noah. Sur tout comportement étrange, ou conversation murmurée. Il fit miroiter la promesse d'une existence légèrement moins misérable devant eux, espérant acheter leur loyauté. Mais les quartiers restèrent silencieux. Les gens, liés par une souffrance partagée que Dillet ne pourrait jamais comprendre, firent bloc autour de Noah. Leur loyauté envers lui, envers l'un des leurs, était plus forte que leur faim. Ce défi silencieux et unifié ne fit qu'enrager davantage Dillet. Cela confirmait sa suspicion que quelque chose se passait, quelque chose dont il ne faisait pas partie, quelque chose qui menaçait l'échafaudage fragile de son autorité. Le danger de son entreprise devint terriblement réel. Un après-midi, au plus profond des bois qui bordaient le marais, loin des regards indiscrets de la plantation, Noah marquait son chemin. Il utilisa son éclat de silex pour graver une petite encoche, presque imperceptible, à la base d'un cyprès, un point de repère pour un voyage qu'il devrait faire dans l'obscurité. L'air était immobile, le seul son, le doux grattement de la pierre contre l'écorce. Puis il l'entendit, l'aboiement lointain et impatient des chiens de Dillet. La panique, froide et vive, le saisit. Il laissa tomber le silex et s'aplatit dans un creux peu profond et boueux. Son cœur battait contre la terre humide comme un oiseau pris au piège. Il griffa le sol, tirant des poignées de feuilles mouillées et de boue sur son corps, s'ensevelissant dans l'odeur de la décomposition et de la vie. Les aboiements se firent plus forts, plus proches. Il pouvait entendre le craquement des sous-bois alors que les chiens, suivis par les pas lourds d'un homme, approchaient. Ils passèrent à quelques mètres de sa cachette. Il retint son souffle. L'odeur de chien mouillé et de la sueur de Dillet était épaisse dans l'air. Dillet s'arrêta. Noah pouvait entendre le grincement de ses bottes en cuir, le tintement du métal sur sa ceinture. Il pouvait sentir la présence de l'homme, une aura palpable de suspicion et de rage. Quelque chose ne va pas, marmonna Dillet pour lui-même, sa voix un grognement sourd. Je peux le sentir. Il renifla l'air, ses sens, bien qu'émoussés par le whisky, encore assez vifs pour détecter l'inhabituel. Pendant un moment terrifiant, Noah fut certain d'être découvert. Il se prépara aux coups de pied, aux cris, aux dents des chiens. Mais ensuite, avec une malédiction frustrée, Dillet continua son chemin, appelant ses chiens à ses talons. Laissons s'évanouir au loin, laissant Noah seul dans le silence des bois. Son corps tremblait, la boue de la terre ressemblant moins à une cachette qu'à une tombe. L'alerte ne le découragea pas. Elle concrétisa le danger, oui, mais elle durcit aussi sa résolution. Il savait maintenant qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Cette nuit-là, sous le mince croissant de lune, Noah alla trouver le vieil homme Josia. Il le trouva près du tas de bois, ses mains noueuses aiguisant méthodiquement une lame de hache avec une pierre à aiguiser humide.
Le grattement rythmique de la pierre sur l'acier était un son réconfortant et constant dans le calme nerveux des quartiers. Vous avez parlé des Shaktas. Commença Noah, sa voix basse, à peine un murmure. De marcher dans la rivière. N'était-ce qu'une histoire, vieil homme? Un conte pour endormir les enfants? Josiah ne leva pas les yeux de son travail. Toutes les histoires sont vraies, mon fils, gronda-t-il, sa voix profonde et résonnante. Tout dépend de la façon dont tu écoutes. Les Shaktas ne marchaient pas sur l'eau. Ils marchaient avec elle. Ils connaissaient ses secrets. Ils connaissaient les courants cachés qui coulent sous la surface. Les plateaux sous-marins de roches et de sable qui forment un chemin caché. Pour eux, la rivière était une route, pas un ennemi. Cet homme, Dié. Il ne voit que de la boue et de l'eau. Il piétine ses rives avec ses lourdes bottes et maudit sa puissance. Il n'écoute pas. Il n'a jamais écouté. Josiah posa la hache et la pierre à aiguiser. D'une petite pochette en cuir à sa ceinture, il sortit une autre pochette plus petite. Celle-ci était faite de roseaux tissés serrés. Il la pressa dans la main de Noah. Elle était étonnamment lourde. De l'écorce de saule broyée pour la fièvre, dit Josiah, ses doigts effleurant ceux de Noah. De l'aquilée pour arrêter les saignements, si le besoin s'en fait sentir. Et ceci. Il plongea la main dans sa propre pochette et en sortit une pierre sombre et lisse, polie par des siècles d'eau, en un ovale parfait. Elle était fraîche au toucher. Ceci vient du lit de la rivière lui-même, de la partie profonde où le courant est le plus fort. Tiens-la. Sens comme elle est vieille. Elle était là bien avant nous. Et elle sera là bien après notre départ. Elle connaît le chemin. Noah referma sa main sur la pierre. Elle semblait ancienne, vivante, un morceau solide de la mémoire de la rivière. C'était une promesse. Sa dernière rencontre secrète fut avec Ahara. Il la trouva près du chaudron à lessive. L'air était vaporeux et sentait le savon de lessive. Le soleil couchant projetait de longues ombres. Et dans la lumière déclinante, son visage était un portrait d'inquiétude et d'amour. Il n'eut pas besoin de lui dire son plan. Elle savait. Elle l'avait su depuis des jours. L'avait vu dans la nouvelle concentration lointaine de ses yeux. « Tes yeux sont différents, Noah, dit-elle, sa voix douce. Ses mains ne cessant jamais leur travail de frotter un drap de lin rêche. Ils regardent au-delà des champs, au-delà des arbres. Certaines choses ne peuvent être mises en cage. Ah, répondit-il, sa voix épaisse des mots qu'il ne pouvait pas dire. Il ne pouvait pas lui dire où il allait. Il ne pouvait pas promettre qu'il y arriverait. Il ne pouvait pas lui demander d'attendre. En parler serait lui donner un nom. Et le nommer, c'était risquer sa découverte. Elle arrêta sa lessive et s'essuya les mains sur son tablier. D'une poche, elle sortit un petit paquet enveloppé dans un morceau de tissu. Elle le pressa dans sa main. Il était léger et parfumé. Pour le voyage, murmura-t-elle, sa voix épaisse de larmes non versées. Il sut sans regarder que c'étaient des baies séchées et des noix. De précieuses provisions qu'elle avait gardées pour elle et qu'elle lui donnait maintenant. Le geste était à la fois un espoir et un deuil, une reconnaissance de son départ et une prière pour sa survie. Il resta là un instant, le poids de son cadeau dans sa main, la pierre de rivière lisse et fraîche dans sa poche et le feu ardent de son plan dans son âme. Il sentit le poids immense et écrasant de sa décision. La liberté était un feu dans ses entrailles, un besoin désespéré et dévorant. Mais l'idée de quitter Ahara, de quitter Josiah, de quitter la seule communauté qu'il ait jamais connue était une pierre froide dans son cœur. Il regarda son visage, mémorisant la courbe de sa joue, la tristesse dans ses yeux. Il comprit alors que pour se sauver, il devait devenir un fantôme pour ceux qu'il aimait. Il devait disparaître non seulement de la vue de son maître, mais aussi de leur vie. Le prix de sa liberté était leur chagrin. C'était une dette qu'il priait de pouvoir un jour rembourser. Il lui serra une dernière fois, doucement la main. Un adieu silencieux qui en disait long. Et puis il se tourna et s'éloigna, se fondant dans les ombres de la nuit tombante. L'obsession de Dié pour Noah commença à le consumer, rogeant ses devoirs comme de l'acide. C'était une fièvre dans son sang, une irritation constante et lancinante sous sa peau. La mécanique plus large de la plantation, qu'il était payé pour maintenir avec une efficacité brutale, commença à rouiller et à s'effilocher sur les bords à cause de sa négligence. Une clôture du pâturage nord, affaiblie par une tempête d'été, céda finalement, et 3 précieux porcs errèrent dans le marais, perdus dans la fange et les prédateurs qui s'y cachaient.
Dans l'égreneuse, le moteur complexe de courroies et d'engrenages qui séparait la graine de la fibre n'était pas correctement huilé. Et sa toux et ses crachotements rythmiques devenaient de jour en jour plus alarmants, une protestation mécanique contre la distraction de son contremaître. Les autres esclaves, qui se déplaçaient au rythme de la peur et de la survie, sentirent le changement de pouvoir. C'était subtil au début, une hésitation fractionnaire avant d'obéir à un ordre, un ralentissement collectif du rythme qui était aussi imperceptible et aussi puissant qu'un changement de marée. Il travaillait avec une lenteur délibérée que Dié, dans sa rage concentrée et myope contre Noah, ne remarqua pas. Son monde s'était rétréci à la taille d'un seul homme. Et dans son obsession, il était devenu aveugle à la mutinerie silencieuse qui se déroulait tout autour de lui. Les conséquences de cette négligence ne passèrent pas inaperçues de l'homme au sommet de la cruelle pyramide de la plantation. Maître Wallace, un homme corpulent et en sueur dont la seule véritable préoccupation était le profit, convoqua Dié dans son bureau. La pièce était unie de civilité fraîche et sombre dans une mer de brutalité cuite par le soleil, remplie de l'odeur de tabac cher et d'acajou poli. Wallace était assis derrière un bureau massif, un grand livre ouvert devant lui, les doigts joints alors qu'il regardait son contremaître avec des yeux froids et calculateurs. « Franck, commença-t-il, sa voix douce, mais avec un tranchant d'acier. J'entends des rapports, disons, d'inefficacité. Le rendement en coton du champ sud a baissé cette semaine. 3 de mes meilleurs porcs ont apparemment décidé de prendre des vacances permanentes dans le marais. L'égreneuse semble sur le point de rendre l'âme. Quelle est la signification de tout cela? Dié, debout et raide devant le bureau, sentit une sueur perler sur son cou. C'est le garçon Johnson. Monsieur, dit-il, sa voix tendue. C'est un cancer dans les champs. Maussade, défiant. Il travaille juste assez dur pour éviter le fouet, mais son esprit est pourri. Il empoisonne les autres avec son silence. Wallace tira une lente bouffée d'un long et fin cigare, la fumée s'enroulant vers le plafond comme un fantôme paresseux. Il n'est qu'un seul homme, Franck. Vous êtes le contremaître. Votre travail, pour lequel je vous paie une somme considérable, est de gérer ma propriété, à la fois la terre et les gens qui s'y trouvent. Votre travail n'est pas de vous engager dans des vendettas personnels. Un esclave brisé est aussi inutile qu'un esclave mort, et un contremaître distrait est une perte pour mes profits. Réglez ça, Franck. Je suis un homme patient, mais ma patience a ses limites. Brisez son esprit ou vendez-le au sud, dans les plantations de sucre où ils ont une manière plus directe de traiter l'insolence. Peu m'importe laquelle, mais je ne laisserai pas mes profits être affectés par vos jeux. Le dernier mot fut prononcé avec un venin silencieux qui ne laissait aucune place à la discussion. C'était un ultimatum. Poussé par la froide menace de Wallace, une nouvelle et terrible idée commença à se former dans l'esprit de Dié. Il lui fallait une tâche qui ne soit pas simplement difficile, mais impossible. Il lui fallait un creuset qui fondrait l'esprit de Noah en scorie. Il trouva sa réponse dans une parcelle de marécage gorgée d'eau et infestée de serpents à l'extrême ouest de la propriété, un endroit que les esclaves appelaient le cimetière des cyprès. C'était un enchevêtrement primitif de racines de cyprès, de boue aspirante et d'eau noire stagnante, inutile pour la culture et dangereux à traverser. C'était un endroit où les choses allaient pour mourir. Le lendemain matin, Dié escorta personnellement Noah jusqu'au bord du marais. L'air était épais de l'odeur de la décomposition et du bourdonnement d'un million d'insectes. Un mocassin d'eau, épais comme le bras d'un homme, glissa silencieusement d'une bûche dans l'eau sombre, son passage ne laissant qu'une légère ondulation. Dié désigna le bourbier d'un geste large du bras. Un sourire malicieux se répandit sur son visage rouge. Maître Wallace veut que cette terre soit défrichée pour de nouvelles plantations. Il mentit, ses yeux brillants d'une anticipation cruelle. Il pense qu'elle peut être drainée et rendue rentable. Vous êtes l'homme de la situation. Vous avez jusqu'à la nouvelle lune, seul. La tâche était une condamnation à un échec, lent et angoissant. Elle était conçue pour briser le corps et l'esprit de Noah bien avant qu'il ne puisse jamais faire une brèche dans le paysage formidable. La nouvelle lune était dans moins de 3 semaines.
Défricher ne serait-ce qu'un quart d'acre du cimetière des cyprès en ce laps de temps était un exploit au-delà de tout homme seul. Dee s'attendait à voir le désespoir dans les yeux de Noah, un appel à la pitié, la fissure satisfaisante d'un esprit qui se brise enfin. Il ne vit rien d'autre que la même immobilité calme et déconcertante qui le hantait depuis des mois. Noah ramassa simplement la hache et les bottes que Dee lui avait apportées, et regarda le marais, son expression indéchiffrable. Mais Noah ne désespéra pas. Alors qu'il se tenait au bord du cimetière des cyprès, il ne voyait pas une tâche impossible. Il voyait un défi d'ingénierie et de volonté. Il ne voyait pas une punition. Il voyait une période de préparation intense et isolée. Il utilisa son intelligence, la même conscience aiguë qui lui avait permis de survivre jusqu'à présent. Au lieu de s'enfoncer immédiatement dans la boue aspirante qui pouvait engloutir un homme, il passa les 2 premiers jours à construire une petite chaussée de rondins tombés et de branches solides, créant un chemin stable vers le cœur de la zone de travail. Il travaillait non pas pendant la chaleur accablante de midi, mais pendant les heures plus fraîches et plus clémentes de l'aube et du crépuscule. Utilisant la partie la plus chaude de la journée pour se reposer à l'ombre d'un cyprès massif, conservant sa force. Il utilisa l'eau même du marais à son avantage. Trouvant une petite source claire qui se jetait dans le bourbier, l'utilisant pour laver ses outils et lui-même, trouvant un étrange réconfort dans sa fraîche étreinte. Il n'essaya pas de conquérir le marais par la force brute. Il travailla avec lui, apprenant ses rythmes, respectant sa puissance. Il apprit où le sol était le plus ferme, où les serpents étaient les plus susceptibles de prendre le soleil, quel liane était assez solide pour supporter son poids. Alors qu'il travaillait, son corps endolori d'une fatigue propre et honnête, Noah sentit sa connexion à la terre s'approfondir d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'était plus seulement un esclave peinant à sa surface. Il faisait partie de son écosystème, une force de changement en son sein. La difficulté physique dépouilla tout sauf sa volonté profonde, brûlant les derniers vestiges de peur et de doute. Il ne défrichait pas seulement un marais. Il se forgeait en un homme nouveau. Un homme qui comprenait le langage secret de l'eau et du bois, de la boue et du ciel. Chaque coup de hache, chaque rondin déplacé, chaque pied de terrain défriché était un pas de plus vers la rivière, un pas de plus vers la liberté. Le cimetière des cyprès, destiné à être sa prison, devenait son terrain d'entraînement. Une semaine plus tard, Dee vint observer, sa flasque de whisky à la main, s'attendant à voir Noah brisé et suppliant, couvert de boue et de piqûres d'insectes, son esprit écrasé par la futilité de son labeur. Au lieu de cela, il vit un progrès lent, régulier et indéniable. Une parcelle importante du marais avait été débarrassée de ses broussailles. Les racines de cyprès coupées au ras du sol, les rondins soigneusement empilés. Il vit Noah travailler avec une efficacité calme et rythmée qui semblait se moquer de l'idée même d'impossibilité. Les mouvements de Noah étaient mesurés et puissants. Sa hache tombant dans un rythme hypnotique et régulier. Chaque coup était un témoignage de sa volonté inébranlable. Il n'y avait aucun mouvement gaspillé, aucun signe de désespoir. Dee observa pendant 1 heure, son visage s'assombrissant à chaque coup de hache de Noah. La vue des progrès de Noah était un affront personnel, une manifestation physique de son propre échec à le briser. Dans un accès de rage incontrôlable, alimenté par le whisky et l'humiliation, Dee jeta sa flasque par terre, attrapa une hache de rechange qui se trouvait à proximité et s'avança dans le marais. Il commença à frapper sauvagement une énorme racine de cyprès, ses mouvements maladroits et inefficaces par rapport au rythme mesuré de Noah. Il se battait contre le bois, sa rage, le rendant brouillon. Des éclats volèrent, mais la racine enregistra à peine l'assaut. Il hurla sur Noah, sa voix craquant de fureur et d'impuissance. « Travaille plus vite, espèce de démon !» cria-t-il, son visage contorsionné. « Tu crois que ce sont des vacances? Tu crois que tu peux te moquer de moi ?» Noah ne répondit pas. Il ne le regarda même pas. Il continua simplement son travail. Son dos, un mur de muscles noueux.
Chaque coup régulier de sa hache était un acte de défi silencieux et assourdissant. Le son de sa hache, rythmé et net, était une réponse bien plus puissante que n'importe quel mot. Taik, taik, taik. C'était le son d'une volonté qui ne se briserait pas. Dié, ses propres bras endoloris après seulement quelques minutes de son assaut sauvage, abandonna finalement. Vaincu et totalement humilié, il poussa un dernier cri de rage étranglé, jeta sa propre hache dans la boue noire et aspirante et s'éloigna en trombe, le bruit de ses bottes dans la boue marquant sa retraite. La victoire psychologique était entièrement celle de Noah. Il avait non seulement relevé le défi impossible, mais il l'avait retourné contre son tortionnaire, prouvant que le vrai pouvoir ne résidait pas dans le claquement d'un fouet, mais dans le silence inébranlable d'un homme qui avait déjà décidé qu'il était libre. La nuit de la nouvelle lune arriva, non pas avec une obscurité tranquille, mais avec une couverture d'humidité épaisse et suffocante qui promettait la violence. L'air était un souffle retenu, lourd et expectant. Dans sa petite chambre malodorante de la maison principale, Frank Dié mijotait dans un bouillon de whisky bon marché et d'humiliation pure et sans mélange. L'image de Noah, travaillant avec ce calme maudit dans le cimetière des cyprès, était gravée à l'intérieur de ses paupières. Le son de la hache régulière de Noah était un écho dans ses oreilles, se moquant de sa propre rage agitée et impuissante. Il avait été vaincu, non par la force, mais par une volonté silencieuse qu'il ne pouvait pas comprendre, et la honte de cela était une maladie physique. Il avait besoin de faire du mal à quelque chose. Il avait besoin de réaffirmer l'ordre naturel des choses, de sentir le craquement familier et satisfaisant de l'esprit d'un autre homme sous sa botte. Ivre et chancelant, il sortit de la maison en titubant et pénétra dans l'obscurité oppressante des quartiers. Les cabanes des esclaves étaient des formes sombres contre un ciel sans étoiles, silencieuses, à l'exception du chant des grillons et du faible murmure d'un orage approchant. Il était un prédateur à la recherche de faiblesse. Ses yeux balayaient le territoire familier à la recherche d'une cible, n'importe quelle cible qui pourrait absorber le poison de son échec. Il la trouva sous la forme du vieil homme Josiah, qui était assis sur un petit tabouret devant sa cabane. La faible lumière de sa porte éclairait ses mains noueuses alors qu'elle travaillait sur un morceau de bois. Il sculptait, comme il le faisait souvent, passant le temps en donnant vie à un bloc de cyprès. Dié se précipita vers lui, son ombre tombant sur le vieil homme comme un linceul. « Qu'est-ce que c'est, vieil homme ?» balbutia-t-il, sa voix épaisse de méchanceté. « Perdre ton temps à prier tes dieux païens ?» Il donna un coup de pied, non pas sur Josiah, mais sur la délicate sculpture entre ses mains. C'était un petit héron finement détaillé, son long cou gracieusement courbé. Le bois se brisa en heurtant la terre battue, le cou de l'oiseau se cassant. Josiah baissa les yeux sur la sculpture brisée, son visage un masque de chagrin, mais il ne parla pas. Il se pencha lentement pour ramasser les morceaux. « Je passe juste le temps, monsieur Dié, » dit-il, sa voix calme et égale, contrastant fortement avec la respiration haletante du contremaître. « Vous êtes tous pareils. » cracha Dié, sa rage trouvant sa cible. « Toi et ce garçon qui est le tien, plein de secrets et de silence. Tu crois que tu es meilleur que moi ?» Il poussa Josiah, non pas avec toute la force de sa puissance, mais avec une poussée mesquine et méprisante qui visait plus à dégrader qu'à blesser. Le vieil homme, pris au dépourvu, trébucha et tomba à terre. Les morceaux brisés de sa sculpture s'éparpillèrent dans la poussière. À ce moment précis, une silhouette émergea des ombres profondes entre les cabanes. C'était Noah. Il venait de rentrer du marais, sa tâche impossible accomplie. Il était plus maigre qu'auparavant, le travail exténuant ayant dépouillé chaque once de mollesse de son corps, ne laissant que des muscles et des os durs comme le fer. Sa peau était tachée de boue et égratignée par les épines, mais ses yeux, fixés sur la scène devant lui, brûlaient d'une lumière froide et claire. Il ne se précipita pas. Il ne cria pas. Il se contenta de se placer entre le vieil homme tombé et le contremaître ivre, sa présence un mur soudain et inamovible. L'air crépita, chargé d'une tension qui était plus que l'orage imminent. Au loin, un grondement sourd et guttural de tonnerre résonna à travers les champs, une voix profonde répondant au défi tacite.
Noah ne regarda pas Josia par terre. Il ne regarda pas l'oiseau brisé. Il regarda directement dans les yeux de Franck Dillet, et pour la première fois, il ne prit pas la peine de voiler son regard. Dillet vit toute la force non dissimulée de l'homme qu'il avait tenté et échoué à briser. La voix de Noah, quand elle vint, n'était pas forte, mais elle coupa l'air humide de la nuit avec la finalité glaçante d'un couvercle de cercueil qui se referme. Vous ne le toucherez plus. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas une supplique. C'était une déclaration de fait, une promesse faite d'un lieu au-delà de la peur ou de la négociation. C'était le son d'une ligne tracée dans la poussière de la terre, une frontière que Dillet savait, avec une certitude soudaine et déchirante, qu'il n'avait pas le pouvoir de franchir. Le contremaître, malgré toute sa grandiloquence et sa cruauté, fut momentanément stupéfait et réduit au silence. La rage alimentée par le whisky s'évapora, remplacée par une terreur froide et insidieuse. Il vit quelque chose dans les yeux de Noah qu'il n'avait jamais vu auparavant chez aucun homme, noir ou blanc. Ce n'était pas de la peur, et ce n'était pas de la haine. C'était un vide glaçant, une finalité. Il regardait un homme qui était déjà parti, un homme dont l'âme n'était plus liée par les règles de la plantation. Il regardait un fantôme qui respirait encore. Déconcerté, son autorité brisée par une seule phrase tranquille, Dillet recula d'un pas, puis d'un autre. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, pour maudire, pour menacer, mais les mots moururent dans sa gorge. Il regardait sa propre insignifiance, marmonnant une série de malédictions incohérentes. Il se tourna et s'éloigna en titubant dans l'obscurité, sa retraite aussi pathétique et lâche que son attaque l'avait été. Noah resta parfaitement immobile, jusqu'à ce que le son des pas de Dillet s'estompe. Son propre cœur, un tambour régulier et puissant dans le silence électrique. L'orage, qui avait été une promesse lointaine, commença à affirmer son arrivée imminente. Le vent se leva, un faible gémissement qui fouetta les champs de coton et fit vibrer les planches lâches des cabanes. La poussière et les feuilles tourbillonnèrent en remous frénétiques autour des pieds nus de Noah. Il s'agenouilla et aida doucement Josia à se relever, son contact étonnamment tendre. Il ramassa les morceaux brisés du huron en bois et les plaça dans la main tremblante du vieil homme avant de le guider vers l'abri relatif de sa petite cabane. « Le ciel s'ouvre pour toi, mon fils, » dit Josia, sa voix un grondement qui semblait s'harmoniser avec le tonnerre approchant. Il regarda Noah, ses yeux anciens remplis d'une profonde tristesse savante et d'une fierté féroce. « La rivière sera haute ce soir. Elle sera rapide et dangereuse. »« C'est l'heure, » dit Noah, sa voix calme mais ferme. Il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. Josia posa une main noueuse sur l'épaule de Noah, sa poigne étonnamment forte. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. La rivière est une route. Ne te bats pas contre l'eau. Tu perdras. Deviens l'eau. Laisse-la te porter. Laisse-la te cacher. Laisse-la te ramener à la maison. » Il pressa une dernière fois la pierre de rivière lisse et fraîche dans la paume de Noah. Elle connaît le chemin. Noah hocha la tête, le poids de la bénédiction du vieil homme s'installant sur lui. Il serra l'épaule de Josia dans un geste silencieux de gratitude et d'adieu, puis se glissa de nouveau dans le vent grandissant. Il trouva Ahara debout dans l'embrasure de la porte de sa cabane, une silhouette contre la faible lumière intérieure. Elle serrait le petit oiseau en bois inachevé qu'elle sculptait toujours, ses jointures blanches. Elle avait entendu la confrontation, avait vu la retraite de Dillet. Elle savait. Le vent déchirait leurs vêtements, fouettant sa simple robe contre ses jambes et tirant des mèches de cheveux sur son visage. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. Leurs adieux avaient été dits dans 100 regards partagés, dans 1000 pensées tacites au cours des dernières semaines. Il tendit la main et toucha doucement le petit oiseau dans sa main, ses doigts effleurant les siens. C'était un symbole de vol, d'une liberté qu'il était sur le point de saisir, et dont elle ne pouvait que rêver. Une vague de chagrin, vive et puissante, le submergea. Le prix de sa propre libération. « Va, Noah, » murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le hurlement grandissant du vent. Ses yeux étaient lumineux de larmes, non versées, mais sa voix était ferme. Elle n'allait pas rendre cela plus difficile pour lui.
Va et ne regarde pas en arrière. Elle n'allait pas rendre cela plus difficile pour lui. Il la regarda, mémorisant son visage dans le crépuscule orageux. Un visage de force, d'amour et de perte insupportable. « Je t'enverrai un signe, » dit-il, sa voix épaisse d'une émotion qu'il ne pouvait pas se permettre de ressentir pleinement. « Quand tu verras un faucon à queue rousse tourner 2 fois au-dessus de la rivière, ou dans le ciel, sache que je suis libre. » Elle fit un seul signe de tête sec. Une larme se libéra enfin et traça un chemin dans la poussière sur sa joue. Il voulait en dire plus, lui dire tout ce qu'elle représentait pour lui. Mais les mots étaient un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il lui serra une dernière fois la main, une dernière promesse silencieuse. Et puis il tourna le dos à la seule maison qu'il ait jamais connue. L'orage éclata dans toute sa fureur débridée. C'était comme si le ciel, dans un accès de rage, essayait de nettoyer le monde. La pluie tombait non pas en gouttes, mais en nappes horizontales aveuglantes, poussées par un vent qui hurlait comme une banshee. La plantation fut plongée dans un chaos primal de son et de fureur alors que le tonnerre éclatait directement au-dessus, secouant le sol même, et que les éclairs blanchissaient le monde pendant une fraction de seconde, révélant un paysage en pleine tourmente. À l'abri de cette rage élémentaire, Noah Johnson s'éclipsa des quartiers. Il était une ombre se déplaçant à travers d'autres ombres, son corps courbé contre le vent. Ses pieds nus, guidés par la mémoire, trouvèrent le chemin boueux familier qui menait à la rivière. Le monde était une symphonie rugissante et violente de vent et d'eau. Mais dans son cœur, il y avait un calme étrange et profond. Son cœur était un tambour régulier contre le rythme sauvage de la tempête, un battement de but pur et sans mélange. Il ne fuyait plus quelque chose. Il courait vers tout. Le voyage à travers la tempête n'était pas une fuite, mais un baptême. Le monde se dissolvait dans un chaos primal de son et d'eau. Un paysage que Noah avait connu toute sa vie, rendu étranger et hostile. Le chemin qu'il avait mémorisé par la vue et le toucher était maintenant un ruisseau glissant et traître de boue qui essayait de le tirer vers le bas à chaque pas. Le vent était une force physique, un mur solide qu'il devait traverser, son hurlement un cœur de tous les cris que la plantation avait jamais avalés. Des branches arrachées à des chênes et des carriers centenaires volaient dans les airs comme des lances sombres déchiquetées. Il était aveugle mais pas perdu. Sa main, rentrée profondément dans sa poche, était enroulée autour de la pierre de rivière lisse et fraîche que Josiah lui avait donnée. C'était une ancre dans le maelstrom, un morceau solide de mémoire et de but. Ses autres sens prirent le relais, le guidant là où ses yeux ne le pouvaient pas. Il pouvait sentir la légère inclinaison du terrain, sentir l'odeur métallique épaisse de la rivière en crue devant lui, et entendre la manière particulière dont le vent déchirait les canets par rapport au grand pas. C'était le test final. Un creuset de vent et d'eau conçu pour dépouiller un homme de tout sauf de sa volonté de vivre. Il n'avait plus peur. La peur avait été brûlée en lui dans le cimetière des cyprès, noyé dans la sueur de son labeur et le défi silencieux de son âme. La tempête lui semblait être une extension de la tourmente qui faisait rage en lui depuis des années, une manifestation externe violente de son propre esprit en cage. Maintenant, alors qu'il la traversait, il ressentait un sentiment de libération sauvage et exaltant. Il n'était plus un esclave se cachant de la rage d'un maître. Il était un homme en communion avec la puissance brute et indomptable de la nature elle-même. Il faisait partie de quelque chose d'immense, quelque chose qui ne pouvait être acheté, vendu ou soumis par le fouet. Il rejeta la tête en arrière et laissa la pluie lui fouetter le visage, lavant la poussière des champs de coton, la crasse des quartiers, l'odeur de sa propre servitude. Il était lavé, renaissant au cœur de la tempête. De retour à la maison principale, Frank Dillet fut réveillé non par le tonnerre, mais par un sentiment de malaise lancinant et persistant qui s'était frayé un chemin à travers sa stupeur ivre. La maison gémissait autour de lui alors que le vent l'assaillait, et dans un moment de clarté terrifiante, il se souvint des yeux de Noah. Cette finalité glaçante. Il se redressa d'un bond dans son lit trempé de sueur, son cœur martelant contre ses côtes. Une prémonition, froide et vive, perça le brouillard de whisky dans son cerveau. Il sortit de sa chambre en titubant, sa voix un cri rauque avalé par le vent. « Noah !» N'obtenant aucune réponse, une panique aigre et ivre commença à s'installer.
C'était anormal. Le garçon devrait être dans sa cabane, se tairant de la tempête comme les autres. Il attrapa une lanterne sur un crochet près de la porte, sa flamme dansant sauvagement, et sortit en titubant dans le déluge. Le vent faillit lui arracher la lanterne des mains. « Noah » cria-t-il à nouveau, sa voix un pathétique lambeau de son contre le vent. Il se précipita vers les quartiers, la pluie plaquant sa mince chemise sur sa peau, la boue aspirant ses bottes. Il ouvrit d'un coup de pied la porte de la cabane vide de Noah, le vent et la pluie s'engouffrant derrière lui. Il réveilla quelques autres esclaves de leur lit, sa voix frénétique et pâteuse, leur ordonnant de former une équipe de recherche de fortune. Ils sortirent à contre-cœur, leurs visages maussades de sommeil et de ressentiment, leur peur de la tempête luttant avec leur peur de lui. C'était un effort futile et pathétique. La flamme de la lanterne, qui avait été son seul point de lumière et d'autorité, fut instantanément éteinte par une rafale de vent et une nappe de pluie, les plongeant dans l'obscurité absolue. Leurs appels se perdirent dans le vent, leurs mouvements maladroits et inutiles. Diyé était seul dans l'obscurité rugissante. Hurlant le nom d'un homme qui était déjà parti, son autorité aussi éteinte que la flamme de sa lanterne. Noah atteignit la rive de la Pearl River et s'arrêta, le souffle coupé. Ce n'était plus une rivière. C'était un monstre. Dans les éclairs intermittents et stroboscopiques, il vit un torrent brun déchaîné. Une bête liquide qui avait avalé ses rives et qui rongeait maintenant les bords de la forêt. L'eau bouillonnait avec une puissance immense et terrifiante, transportant des arbres entiers, des poteaux de clôture et les formes sombres et gonflées d'animaux noyés dans sa gueule. Pendant un seul instant à couper le souffle, une lueur de doute, froide et vive comme de la glace, perça sa résolution. Ce n'était pas la douce rivière de ses observations, l'allié potentiel de ses plans. C'était un tueur. C'était une force qui pouvait pulvériser un homme contre une bûche submergée ou l'entraîner dans un vortex de boue et de débris d'où il n'y avait pas d'échappatoire. La violence pure et brute de la chose dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Il fit un pas en arrière involontaire, la pierre de rivière dans sa poche lui semblant soudain petite et impuissante. Puis, dans l'éclair suivant, il les vit. Niché sous un petit surplomb rocheux près de l'endroit où Diyé attachait toujours son cheval, à l'abri du pire de la pluie, se trouvaient les bottes de rechange du contremaître. C'étaient les mêmes bottes en cuir prisées que Diyé portait lors d'occasions spéciales, huilées et polies, un symbole de son statut. Il les gardait là, avec un manteau sec, pour quand il avait besoin de patauger dans les bas-fonds pour s'occuper d'une ligne de pêche accrochée ou d'une mule têtue, ne voulant pas abîmer ses chaussures plus fines. Les voir assises là, si ordinaires et déplacées au milieu de la fureur de la tempête, était comme un signe de l'univers lui-même. Un plan plus brillant et audacieux que tout ce qu'il avait osé concevoir s'imposa dans son esprit avec la force d'une révélation divine. Il ne disparaîtrait pas seulement. Il ne fuirait pas seulement. Il laisserait un mystère. Il laisserait une histoire si puissante qu'elle deviendrait une légende. Il transformerait son évasion en un acte de guerre psychologique. Un coup final écrasant contre l'homme qui avait essayé de posséder son âme. Il ferait de Frank Diyé l'auteur de sa propre hantise. Un sourire lent et féroce se répandit sur le visage de Noah. Un sourire que l'éclair vit mais que Diyé ne verrait jamais. Il se déplaça avec un but nouveau, sa peur antérieure balayée par l'audace pure et glorieuse de son nouveau plan. Ses actions devinrent méticuleuses, un rituel délibéré, étape par étape, d'effacement et de création. D'abord, il récupéra les bottes de Diyé sous le surplomb. Elles étaient lourdes dans ses mains, sentant le cuir et le cirage, et la légère odeur aigre de l'homme lui-même. Il marcha jusqu'au bord de l'eau, à l'endroit même où la rive se dissolvait dans le chaos bouillonnant. Il s'agenouilla dans la boue, l'eau froide tourbillonnant autour de ses chevilles, et plaça les bottes soigneusement côte à côte, leurs pointes dirigées directement dans le courant déchaîné. Il les arrangea avec le soin d'un valet de chambre, comme si leur propriétaire les avait calmement enlevées avant de décider d'aller se baigner au milieu d'un ouragan. Elles semblaient absurdes, impossibles et totalement convaincantes. Ensuite, il commença à reculer, loin des bottes, loin de la rivière. Il posa ses propres pieds nus avec soin dans la boue molle et humide, créant une série d'empreintes claires et profondes.
Chaque empreinte était une déclaration délibérée, une pièce du récit qu'il construisait. Les traces racontaient une histoire simple et glaçante. Un homme était descendu jusqu'à la rivière, et il n'en était pas revenu. Il continua cette lente marche à reculons sur 20 pas jusqu'à ce que ses empreintes soient bien éloignées du bord immédiat et agité de l'eau, s'assurant qu'elles seraient trouvées. Il atteignit le bord de la rivière pour la dernière fois. C'était le moment crucial. Le pivot sur lequel toute sa légende allait reposer. Se jeter simplement dans le torrent serait un suicide. Son corps serait probablement retrouvé accroché à une branche à 1 mile en aval, le mystère résolu avant même qu'il ne puisse commencer. Il leva les yeux. Au-dessus de lui, une énorme branche de cyprès, épaisse et solide comme la cuisse d'un homme, s'étendait au-dessus de l'eau, ses feuilles déjà arrachées par le vent. C'était un membre du marais même qu'il venait de conquérir, lui offrant maintenant une dernière et improbable échelle vers la liberté. Utilisant l'immense force du haut du corps forgé dans les champs de coton et endurci dans le cimetière des cyprès, il sauta et attrapa la branche. Elle était glissante de pluie, mais sa prise était comme du fer. Pendant un instant, il resta suspendu là, entre la terre qu'il quittait et l'eau qui promettait une nouvelle vie. Puis, avec un puissant balancement de son corps, il se projeta au-dessus de la rivière, ses pieds quittant le sol du Mississippi pour la dernière fois. Il se balança loin, l'eau déchaînée un flou tourbillonnant sous lui. Il laissa le courant, une force d'une puissance inimaginable, attraper ses jambes, le tirant, l'accueillant. Et puis, avec une dernière prière silencieuse au Dieu des rivières et des fugitifs, il lâcha prise. Il fut emporté par le torrent. Une tâche impuissante, dans un monde de fureur liquide. Le choc de l'eau froide et puissante lui coupa le souffle, et pendant un instant, la panique menaça de le submerger. Le courant le fit culbuter encore et encore, le désorientant, le rugissement de l'eau assourdissant. Mais alors, les mots de Josiah résonnèrent dans son esprit, une voix calme au cœur du chaos. Ne te bats pas contre l'eau, deviens l'eau. Il arrêta de lutter, arrêta de se battre pour le contrôle. Il détendit son corps, laissant la rivière le prendre. Il devint une feuille, un bâton, une partie du déluge lui-même. Sa tête sortit de la surface et il haleta pour respirer, la pluie s'abattant toujours. À quelques mètres de là, il vit une grosse bûche, une victime de la tempête, flottant et tournant dans le courant. C'était son arche. Avec une énergie désespérée et concentrée, il manœuvra vers elle, ses mouvements travaillant maintenant avec les courants, pas contre eux. Il l'atteignit, ses doigts s'agrippant à l'écorce rugueuse, et s'accrocha à son flanc, sa tête et ses épaules à peine au-dessus de l'eau bouillonnante. Il avait réussi. Il était devenu une partie de la rivière, un morceau de bois flotté anonyme transporté par la crue, ne laissant derrière lui qu'une paire de bottes vides, une série d'empreintes de pas impossibles et une énigme qui résonnerait à travers les générations. L'aube se leva, non pas avec une annonce flamboyante, mais avec une grâce tranquille et hésitante. La tempête était passée, laissant le monde lavé, dégoulinant et profondément silencieux. Un soleil pâle et aqueux perça les nuages gris déchiquetés, jetant une lumière douce et indulgente sur un paysage refait à neuf. Chaque feuille de chaque arbre portait un bijou d'eau. L'air, débarrassé de son humidité et de sa poussière oppressante, sentait la terre humide, le pain et l'odeur nette et propre de la pluie lointaine. C'était un monde renaissant. Dans ce silence immaculé, une équipe de recherche se déplaçait, sa présence une violation de la paix matinale. Elle était dirigée par un Frank, dit et hagard, et maintenant sobre jusqu'à la moelle. Le whisky s'était dissipé, laissant derrière lui un mal de tête lancinant et une terreur brute et à vif, bien pire que n'importe quelle rage ivre. Son visage était pâle et tiré, ses yeux larges et injectés de sang, jetant des regards nerveux à chaque ombre. Il était suivi d'une demi-douzaine d'esclaves qui l'avaient réveillé, leur visage grave et las, leurs mouvements lents, empreints d'une réticence qui frisait l'insubordination. Ils se dirigèrent vers la rivière, leurs bottes s'enfonçant dans le sol, mou et détrompé. Ils trouvèrent la scène telle que Noah l'avait laissée. La rivière, bien que toujours haute et boueuse, s'était retirée de sa fureur maximale, sa voix maintenant un murmure bas et puissant au lieu d'un rugissement. Et là, sur une parcelle de boue humide, se trouvaient les bottes. Elles étaient parfaites, impossibles, un portrait saisissant et surréaliste sur fond naturel. Elles étaient assises côte à côte, leur cuir sombre d'humidité, leurs pointes dirigées vers l'eau, comme si leur propriétaire venait de les enlever.
S'éloignant des bottes, clair dans la terre humide, se trouvait une seule série d'empreintes de pieds nus, profondément enfoncées dans la boue, s'éloignant directement de la rivière. Et descendant vers l'eau, jusqu'au bord même où la boue se dissolvait dans le courant, se trouvait une autre série de traces, les mêmes pieds nus pointant vers l'intérieur. Mais de la rivière, rien ne revenait. L'histoire était écrite là, dans la boue. Un récit simple, terrifiant et totalement inexplicable. Les hommes restèrent là, dans un silence stupéfait et perplexe. L'absurdité même de la scène les tenait captifs. Elle défiait la logique, défiait le monde connu des maîtres et des esclaves, des fouets et des chaînes. Un des hommes plus âgés, sa voix à murmure sec, rompit finalement le charme. Il est entré tout droit dedans. Les mots semblèrent briser quelque chose en Dillier. La terreur silencieuse qui le rongeait éclata en un volcan de rage pure et frustrée. Non, gronda-t-il, sa voix se brisant. Non, c'est un tour, un jeu. Il se moque de moi. Il se jeta en avant, son visage un masque de fureur, et donna un coup de pied dans l'une des bottes. Elle vola dans les airs et atterrit avec un léger plouf dans les bas-fonds, où le courant l'attrapa immédiatement et commença à l'emporter. Il se moque de moi, hurla Dillier, sa voix en son animal rauque de défaite totale. Il se tourna vers les autres hommes, ses yeux sauvages. Trouvez-le. Fouillez la rivière. Il ne peut pas être allé loin. Je veux qu'on le trouve. Vous m'entendez? Je veux sa peau. Il leur ordonna d'entrer dans l'eau, mais c'était une mission insensée. Le courant était encore fort, l'eau froide et opaque debout. Ils y entraient à contre-cœur, sondant les accros de débris et les rondins submergés avec de longues perches, le cœur n'y étant pas. Ils ne trouvaient rien. Pas de corps, pas de signe de lutte, pas de lambeaux de vêtements déchirés. C'était comme si la Pearl River, dans ses profondeurs boueuses infinies, avait simplement ouvert la bouche et avalé Noah Johnson tout entier, ne laissant derrière elle qu'une histoire de fantôme écrite dans la boue. Dillier resta sur la rive, hurlant le nom de Noah jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure rauque et déchiqueté, le son perdu dans le silence vaste et indifférent du matin. Quelques jours plus tard, un Frank Dillier brisé et vaincu se tenait devant Maître Wallace dans le bureau frais et sombre. Le temps qui s'était écoulé n'avait pas été tendre avec lui. Il n'avait pas dormi, hanté par l'image des bottes et des empreintes de pas. Il s'était saoulé jusqu'à la stupeur chaque nuit, pour se réveiller avec la même énigme lancinante. Il ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé parce qu'il ne le comprenait pas lui-même. Il essaya, sa voix décousue et désespérée, de faire voir à Wallace l'impossibilité de la chose. Il parla de Noah non pas comme d'un homme, mais comme de quelque chose d'autre, un démon, un sorcier, qui avait commandé la tempête et charmé la rivière. Wallace écouta, son visage impassible, ses doigts joints sous son menton. Il laissa les divagations frénétiques et superstitieuses de Dillier remplir la pièce silencieuse, son expression ne trahissant rien d'autre qu'une légère curiosité clinique. Quand Dillier se tut enfin, les épaules affaissées par la défaite, Wallace tira une lente et délibérée bouffée de son cigare, la fumée un nuage parfumé et paresseux entre eux. « Je vous ai donné une directive simple, Frank, dit Wallace, sa voix aussi froide et tranchante que la glace. Contrôlez ma propriété. Au lieu de cela, vous vous êtes focalisé sur un seul homme, et vous lui avez permis de vous ridiculiser. Vous êtes devenu un handicap. » Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. « Vos histoires de sorcellerie et de démons de la rivière ne m'intéressent pas. Ce sont les excuses d'un homme qui a perdu le contrôle de ses sens. Votre incompétence, cependant, m'intéresse beaucoup. » Dillier leva les yeux, ses yeux suppliants. « Mais monsieur, les bottes, les empreintes de pas, aucun homme ne pourrait simplement. » Wallace le coupa, levant une seule main manucurée. « Je ne suis pas intéressé par vos histoires de feu de camp. Je suis intéressé par le fait qu'une pièce de valeur de ma propriété a disparu, et l'homme que j'ai payé pour empêcher une telle chose se tient devant moi en balbutiant sur de la magie noire. Vous avez perdu votre autorité dans les champs. Vous êtes devenu une blague pour les gens même que vous êtes censé commander. Vous ne m'êtes plus utile. » Il pointa la pointe incandescente de son cigare vers la porte. « Faites vos bagages et soyez hors de mes terres avant le coucher du soleil. Vous êtes renvoyé. » Il n'y avait aucune place pour l'appel dans sa voix. C'était le son plat et final d'une transaction commerciale qui se concluait. Frank Dillier quitta la plantation Wallace non pas avec un fracas, mais avec un gémissement pathétique. C'était un homme brisé. Son autorité dépouillée, sa réputation ruinée. Hanté par le fantôme d'un esclave qu'il n'avait pas pu briser et une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. Il s'éloigna avec un seul sac, jetant un dernier regard en arrière, non pas sur la grande maison, mais sur la lointaine ligne vert argenté de la Pearl River, qui gardait ses secrets.
Dans les quartiers, l'histoire de Noah Johnson commença comme un murmure, un secret partagé dans l'obscurité, une étincelle d'espoir tenue dans des mains prudentes. Après l'émancipation 2-3, lorsque les chaînes furent brisées et les voies libérées, le murmure devint une histoire et l'histoire devint une légende. Elle fut racontée et racontée encore, grandissant à chaque récit, un phare de défi contre des chances impossibles. C'était l'histoire de l'homme qui ne pouvait être possédé. L'homme dont la volonté était plus forte que n'importe quel fouet, dont l'esprit était plus profond que n'importe quelle rivière. Elle devint un morceau précieux du folklore local, un témoignage de la force tranquille et inébranlable d'un peuple qui avait tant enduré. Un après-midi de printemps, des années plus tard, une femme libre nommée Ahara lavait du linge au bord de cette même rivière. C'est ma Jersey, messienne. Elle leva les yeux, ses yeux attirés vers le ciel par une ombre soudaine. Un faucon à queue rousse tournait au-dessus de l'eau, ses ailes déployées contre le bleu brillant. Il tourna une fois, puis 2 fois, une spirale parfaite et délibérée dans le vaste air libre avant de s'envoler vers le nord. Ahara le regarda partir, et un lent et beau sourire se répandit sur son visage. Un sourire qui atteignit ses yeux, et effaça les années de chagrin. Des larmes montèrent, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de libération, d'une promesse tenue. Le vieil homme Josia, le dos maintenant courbé par le grand poids de ses années, vécut pour voir ses petits-enfants naître dans la liberté. Il les rassemblait autour de lui sur le porche de sa propre petite cabane, et dans la lumière déclinante du soir, il leur racontait l'histoire. Ses yeux pétillaient d'une joie secrète alors qu'il parlait de l'homme tranquille qui écoutait la rivière. L'homme qui ne combattait pas l'eau, mais qui devint l'eau. Il leur apprit que la rivière avait une longue mémoire et qu'elle prenait toujours soin des siens. Des décennies passèrent. Le 19e siècle se fondit dans le 20e. Le monde changea, mais la rivière resta. Un beau matin de printemps, longtemps après que les inondations se soient retirées, un jeune garçon, à peine âgé de 10 ans, pêchait sur les rives de la Pearl River. Il était l'arrière-petit-neveu de Noah, un garçon né avec une liberté dont son ancêtre ne pouvait que rêver, un garçon qui avait grandi avec la légende dans ses os. Alors qu'il contournait un coude sablonneux familier de la rivière, cherchant un bon endroit pour lancer sa ligne, il s'arrêta. Là, assis soigneusement côte à côte au bord de l'eau, comme si elles attendaient le retour de leur propriétaire, se trouvait une paire de vieilles bottes en cuir gorgées d'eau. Le cuir était craquelé et pelé, les semelles usées, mais leur forme était indubitable. Elles semblaient avoir été enlevées à l'instant. Le garçon n'eut pas peur. Il avait entendu l'histoire 100 fois de son grand-père, qu'il avait entendu de son père, le vieil homme Josia. Il regarda les bottes impossibles, puis la large et paisible rivière, scintillant sous le soleil du matin. Il sourit, d'un sourire entendu et respectueux, sage au-delà de son âge. Noah Johnson ne fut jamais retrouvé. Son corps ne fut jamais récupéré des profondeurs boueuses de la Pearl River. Mais son histoire perdura, portée par les courants de l'eau qu'il avait libérés, murmurée par le vent dans les cyprès. Et l'on dit que chaque printemps, lorsque l'eau se retire pour révéler les secrets qu'elle détient, les bottes réapparaissent, un témoignage silencieux et fidèle de l'homme qui refusa d'être brisé. L'homme qui laissa les bottes de son contremaître au bord de la rivière et entra dans la légende.